À tous. Aujourd'hui, on va parler de Cutman. Comment devenir un Cutman avec Melchior qui a intégré l'un de mes derniers camps. Et justement, durant cette vidéo, euh, on va justement te donner des astuces, comment devenir Cutman, quoi faire et plein d'autres choses qui te permettront justement d'en savoir plus sur cette chose. Donc, je te laisse te présenter, Melchior. Yes, bonjour à tous. Alors, Melchior Bachelard, je suis boxeur avant tout, médecin de ring et plus récemment cutman. Et ouais, j'ai fait la dernière, le bootcamp de février. Et voilà, là, j'ai repris les entraînements depuis et mon activité qui est principalement médecin actuellement. Ok, ouais. Donc, ouais, c'est vrai que de base, tu es médecin, quoi. Médecin dans quelle section? Je suis spécialisé en réadaptation. Donc, je fais de la rééducation générale et je fais aussi de la rééducation de sportifs. Et à côté, en fait, j'ai ce truc de médecin de ring que je fais là depuis un an avec la Fédération suisse de boxe anglaise. Ok. Et c'est quoi ton parcours justement en tant que boxeur? Ton parcours dans la Alors, boxe, quoi. ouais, en tant que boxeur, ben, ça doit faire maintenant presque 8 9 ans que je fais de la boxe. Toujours de la boxe anglaise et grand passionné, quoi. Après, pas de combat à mon actif, peut-être en prévision là, dans les prochains temps, ça c'est encore en réflexion. Mais, mais voilà, en passionné surtout. Ok. Et justement, le fait d'être médecin, pour toi, être cutman, faut obligatoirement avoir des notions de médecine ou pour toi, c'est ouvert à tous? Alors non, pas du tout en fait. C'est médecin et cutman, au final, c'est des métiers qui sont complètement différents, qui s'associent. Les deux travaillent ensemble sur tous les galas mais en fait, on n'a pas besoin d'avoir de connaissances médicales parce que enfin voilà, c'est un soin, mais les buts sont différents. Au final, le médecin de ring, il est là pour une évaluation, il est là pour voir si un combat doit être poursuivi ou arrêté, mais il n'a pas de geste en fait à faire de soins pendant le combat. S'il a un geste à faire, c'est avant ou après, s'il doit le faire, en général, le combat il est arrêté. Alors que le cutman, lui, il est vraiment là pour assister à un coin. Son job, c'est de réaliser un soin et de permettre au boxeur de terminer son combat. Mais c'est pas, il va pas faire de gestes en fait qui vont vraiment, faire guérir en fait une plaie ou autre. C'est vraiment retarder le plus possible en fait l'arrêt du combat sur une plaie qui saigne, sur un nez qui saigne, etc. Donc c'est différent. Ok. Donc tout le monde, sans connaissance, peut imaginer devenir cutman, mais il faut faire une formation, pour moi en tout cas, qui aide. Ouais. Ok. Quand tu parles de formation, c'est-à-dire, tu peux nous en dire plus? Ouais, bah alors formation, bah, pour moi, il y en a une en France. Alors je sais pas si honnêtement s'il y en a d'autres, mais pour moi, la formation que j'ai faite, c'est formation cutmen nationaux. Fait par Laurent Boucher et Franck Roméo, qui sont des références dans la matière, qui font ça depuis des années, qui sont installés dans la fédération depuis longtemps. Laurent Boucher, il a participé au JO aussi, et il a fait le cutman de Tony Yoka. Enfin, voilà, c'est des gens qui savent ce qu'ils font et qui organisent régulièrement des sessions de 2 jours qui sont voilà, diplômantes en tout cas, reconnues par la Fédération française de boxe. Et il n'y a pas de licence encore, pas de licence en cours reconnue. C'est un de leurs projets, de ce que je sais. Mais en tout cas, c'est une formation qui donne d'excellentes bases, que ce soit pour le soin ou pour les bandages.
Et après, c'est à nous de faire notre chemin avec les boxeurs qu'on rencontre et de créer en fait soi-même son réseau derrière. Donc il y a cette formation-là qui est française et qui est unique. Parce que enfin, moi en Suisse, on n'a pas de formation pour ça. Il y a peu de pays, en tout cas en Europe, qui fournissent une formation complète. Après, il y a l'AIBA, donc la fédération amateur qui, elle, propose aussi des formations de cutman, mais qui, en général, on doit passer par le médecin de la fédération, pas le médecin, non, en tout cas, ça, on doit être recommandé par la fédération de son pays pour pouvoir intégrer en fait ces stages, mais qui sont aussi des stages certifiants pour Cutman et qui sont aussi à un certain niveau parce qu'en fait, il y a plusieurs grades de Cutman dans la IBA en fonction du nombre de combats qu'on a fait et de l'expérience En gros, ce que tu me dis, c'est que plus tu fais de combat, c'est comme un amateur, plus tu fais de combat et plus justement t'as un certain niveau, quoi. Alors ouais, c'est un métier d'expérience en fait. Plus on va faire de participer en fait à de compétitions, à de galas, à de meetings, plus on va se former en fait à ces soins. On va agir en fait plus rapidement. On va connaître plus son matériel, créer des relations de confiance en fait avec les entraîneurs et les coins en fait parce que c'est ça qui marche, c'est savoir qui est-ce qui rentre. Arriver à reconnaître un moment dur dans un combat, c'est tout ce qu'on apprend seulement avec l'expérience en fait. Et Ouais. ce qui est intéressant dans ce que tu me dis, ce qui est intéressant, c'est même si tu souhaites devenir entraîneur, le fait d'avoir comment dire, cette compétence de cutman, ça te permet d'avoir, on va dire, une connaissance rare qui te permet de t'ouvrir plus de portes, on va dire, quoi, aussi, certainement. Ouais. Bah, en fait, c'est assez simple. Dans la formation où j'étais, c'était quasiment tous des entraîneurs. Je pense que c'est la majorité des gens qui s'intéressent à la formation à la base. C'est des gens qui ont des boxeurs, qui suivent régulièrement, qui ont envie d'ajouter en fait cette compétence-là pour la sécurité de leur boxeur, parce qu'en fait, c'est de la sécurité. On travaille avec les mains des boxeurs et ils méritent en tout cas qu'on leur fasse des bandages corrects et des bandages qui leur permettent en tout cas de pas se blesser. Et au niveau des compétitions, moi-même, tu vois, en tant que médecin, je rencontre des coachs, des entraîneurs qui me posent des questions là-dessus, tu vois, j'ai mon boxeur, il saigne régulièrement, je comprends pas trop. Pendant les combats, tu vois qu'en fait, ils ont, en tout cas, cette école à l'ancienne où on se transmet un savoir, en fait, entre entraîneurs, etc. En fait, c'est ça, initialement, les premiers qui ont appris, ils ont appris comme ça. C'était des espèces d'histoires d'initiés où chacun donnait ses petites techniques et en fait, au fur et à mesure, tu suivais ton entraîneur et tu voyais comment il faisait. Au final, quand tu arrivais toi à faire ça, ben tu avais des petites astuces, tu vois. Et en fait, l'avantage de cette formation, c'est que ça te donne une vraie base, une vraie théorie déjà sur le sujet. Et ça te permet aussi d'être dans les règles, de savoir tout de suite comment faire dans les règles, en fait, parce que tu as beaucoup, en fonction des fédérations, de choses qui sont interdites, surtout. Tu peux pas faire tes bandages n'importe comment, tu peux pas faire tes soins n'importe comment, tu as des temps précis pour les faire, tu as des produits que tu as le droit d'utiliser. Et ça, c'est une connaissance qui est importante à avoir, ouais. Et en parlant de saignement de nez pour les Ouais. boxeurs qui nous regarderaient, comment tu pourrais les aider si une personne a tendance à toujours saigner du nez? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Quel conseil tu pourrais donner? Alors écoute, du coup, c'est plutôt le côté médecin qui va parler. Du coup, effectivement, il y a des problèmes. Bon, il y a plusieurs types de saignements. Il y a des saignements plutôt antérieurs qui sont les saignements qu'on voit régulièrement,
qui sont les plus maîtrisables entre guillemets. Les saignements postérieurs, en général, quand on voit ça dans un combat, ben on arrête. Enfin, c'est pas des choses qu'on va réussir à comprimer en fait pendant le combat. Quelqu'un qui a tendance à saigner régulièrement du nez, il y a plusieurs facteurs. Des fois, ils ont justement des veines à l'intérieur du nez qui sont vraiment protubérantes, qui sont là et qui sont sensibles. Donc, le moins de traumatisme va les faire saigner. Plus, en fait, une grande question d'hydratation qu'on néglige en fait souvent, c'est que enfin voilà, on a une quantité d'air qui passe dans le nez énorme par jour. On a une sécheresse et en fait, la sécheresse va créer des croûtes à des endroits assez précis et en fait, le mélange entre cette sécheresse nasale plus ces veines qui sont turgescentes, qui sont grosses dans le nez, va prédisposer à saigner en fait. Donc en premier lieu, en fait, il faut hydrater le nez. Il y a des crèmes qu'on donne, il y a des crèmes à base d'arnica, il y a l'homéoplasmine, il y a ça, je pense que tu connais aussi, hein, c'est des crèmes hémostatiques. Ça qu'il faut mettre. Les crèmes hémostatiques, on peut les mettre en préventif avant les combats, avec de la vaseline, avec des mélanges aussi d'arnica, on peut mélanger les trois. Mais au quotidien, c'est plus des crèmes en fait hydratantes mentholées qui sont spécifiques au nez, ça qu'on peut trouver dans le commerce. Et il faut le mettre tous les jours, 2 à 3 fois par jour. Et idéalement, une semaine avant le combat, vraiment se faire ça et hydrater le nez. Et ça va permettre de réduire le risque de saignement. Avant le combat, évidemment, la vaseline. Et après, pour les gens qui ont tendance à saigner vraiment souvent du nez, ben, il faut aller voir un spécialiste, hein, il faut aller voir un ORL. Et l'ORL, en fait, avec sa caméra, il va regarder et s'il y a quelque chose à cautériser, il va cautériser derrière. Faut savoir qu'on peut pas cautériser les deux narines en même temps parce que il y a un risque de lésion au niveau du cartilage. Donc, en général, il va proposer de cautériser une narine. Il va vous demander quelle est la narine qui saigne le plus. Il va cautériser et après 6 semaines plus tard, un mois, enfin 6 semaines à 2 mois, il va cautériser l'autre narine. Donc, il faut faire ça un petit peu en avance, idéalement. Et quand c'est bien fait, quand c'est vraiment une cautérisation électrique, en général, on n'a pas besoin de trop attendre avant de pouvoir reprendre un sparring ou quelque chose comme ça, mais je recommanderais quand même de faire 7 à 10 jours sans prendre de coups après la cautérisation, comme ça on est vraiment tranquille. Ok. Et concernant les trucs spéciaux que tu as pu entendre ou voir dans le côté Cutman, qui des blessures ou des trucs bizarres, par exemple des situations où des personnes n'avaient pas forcément les compétences et ont amené justement à une situation de ouf, ou que tu as même entendu, quoi. En fait, pas forcément une situation de ouf, mais là, par exemple, j'étais au championnat suisse amateur. Là, on dit championnat roman, en fait, c'est la partie francophone de la Suisse. Et en tant que médecin de ring, et c'est assez marrant parce que l'entraîneur avec qui j'ai discuté justement de son combattant qui saignait régulièrement du nez, je l'ai vu en direct en fait. Je l'ai vu en direct après, j'étais le médecin de son combat. Il s'est pris très bon et en fait il a fini par être arrêté à cause de son saignement du nez en fait. Il a commencé à saigner, au final j'avais donné 2-3 petites astuces au Cutman par rapport à la compression et autres. Mais dans le feu du truc, en fait, il n'a pas forcément réussi à bien le comprimer, à le faire au bon moment, en fait. Et au final, évidemment, en plus, on est en amateur, donc les arbitres, ils voient des saignements, ils ont envie d'arrêter rapidement. C'est pas comme en pro, où en pro, on te laisse le temps de travailler sur tes plaies, on te laisse ce truc. Et en fait, en amateur, si tu as un saignement qui n'est pas contrôlé rapidement, si tu as un truc, au bout d'un round, l'arbitre il va faire arrêter quoi. Et là du coup en fait c'était juste un tout petit truc qui lui manquait, c'était savoir comment comprimer et s'il avait eu de l'adrénaline
bah, ça aurait aussi peut-être aidé derrière. Donc, effectivement, c'est des petits trucs du quotidien, en tout cas en combat, là où on perd des combats sur des blessures qui sont arrêtables, quoi. Et je pense surtout en amateur parce qu'on a moins l'habitude. Donc tu conseillerais même un entraîneur amateur de vraiment se former au principe de Cutman. Alors pour moi, ouais. Alors pour moi, idéalement, je pense que tout entraîneur de salle, en tout cas toute salle, devrait avoir quelqu'un qui est formé et qui sait comment gérer ces situations. Alors tout comme tous les entraîneurs font en tout cas des formations de secourisme, c'est obligatoire. Bah, je pense que pour bien traiter son boxeur et emmener des gens à la compétition avec des bonnes bases et pas se faire arrêter sur des trucs bêtes, ben, je pense que ça devrait être un prérequis en fait. Ok. Euh, Et concernant, tu parlais de l'adrénaline. Moi, j'ai toujours ces questionnements par rapport aux produits qui sont interdits ou pas, ou même par rapport aux situations où on entend que un tel a mis un produit bizarre dans une bouteille et donc l'autre adversaire est un peu titubant. D'ailleurs, j'ai déjà entendu des délires où les mecs donnaient de l'ammoniac à leurs boxeurs pour alors, les reviguer. Qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est pas interdit, comment ça se passe? alors la Modia, clairement pas. Mais ouais. Ah, je connais là. Je dirais pas les noms. Non, je pense qu'on les a tous entendus, ces histoires. En plus, moi, ça me fait rire parce qu'en fait, mon coach, on lui a fait à lui aussi. Il a une trentaine de combats amateurs et en fait, t'avais son coach qui arrivait, il foutait son truc Yeah. voilà, comme ça. Et en fait, il profitait que l'arbitre regardait à côté pour lui mettre dans le nez et le réanimer derrière. Alors, ça marche très bien, hein. T'arrives à, t'arrives à faire que les mecs, en fait, arrivent en tout cas, reprendre, entre guillemets, conscience, parce que derrière, ils sont quand même en commotion cérébrale, les mecs. Donc, c'est pas le moment de se reprendre des coups derrière, tu vois. Mais en gros, les fédérations sont de plus en plus strictes. Et globalement, actuellement, sur les produits, vraiment un produit pharmaceutique autorisé, t'as quasiment que l'adrénaline. Ok. Après, moi, j'ai pas été sur des grosses compétitions encore plus haut, mais je pense que c'est encore plus restrictif. Globalement, en produit autorisé, c'est l'adrénaline. L'adrénaline est donnée par le médecin de ring pendant le combat, en fait, enfin en début de gala. Le médecin apporte sa fiole à chaque côté, normalement. Comme ça, on sait d'où ça vient. Et après, des autres trucs, c'est la vaseline, c'est autorisé. Les pansements hémostatiques, donc les pansements qui vont arrêter les saignements, ça, c'est autorisé. L'homéoplasmine, là, la crème hémostatique, ça, il me semble que c'est autorisé, mais ça, il faudrait encore regarder. En fait, il faut regarder régulièrement les règles derrière. Et globalement, c'est quasiment tout, tu vois. Après, tu as les cotons dentaires qui te permettent aussi d'absorber du sang. Tu as certains types de pansements qui sont autorisés aussi. Mais tu n'as pas le droit de prendre des trucs à base d'huile essentielle, etc. Parce qu'en fait, tout simplement, si le boxeur adverse, avec son poing, il se met ça sur le gant et après il te retape dessus, ben, tu vas en avoir dans les yeux. Ça va être irritant et voilà, c'est pas safe en fait. Donc l'adrénaline a un dosage très spécifique et un des seuls trucs autorisés actuellement. Ok. Et c'est autorisé juste sur les plaies. Donc tu vas rien faire d'autre que d'utiliser sur tes cotons et faire des compressions avec sur des plaies. Et en termes de Cutman connu, est-ce que tu as des inspirations particulières? Parce Bah, qu'on n'entend pas alors, forcément parler des Cutman, plus des entraîneurs, mais ouais. au niveau des Cutman, est-ce que tu as des gens qui t'ont inspiré ou bon, il y a eu certainement Laurent Boucher. Bah ouais, écoute, Laurent Boucher, qui en France est une référence. Enfin, alors moi, je l'ai découvert avec
avec les JO, en fait, c'est ça qui était assez marrant. C'est je savais pas du tout qu'il y avait de Cutman en France. Je connaissais pas du tout le milieu et en fait j'ai vu des extraits justement avec Tony Yoka ou autre et je trouvais ça assez marrant d'avoir qu'il y ait ça en France, alors qu'en tout cas aux États-Unis, lui, il va beaucoup, de ce que je sais, il va beaucoup aux États-Unis et il allait beaucoup aux États-Unis et il s'est formé comme ça aussi. Alors aux États-Unis, ben t'as les classiques Stitch là, Jacob Durand qui que je pense qu'en fait tout le monde a vu mais connaît pas forcément le nom. C'est le mec que tu vois. Ceux qui sont à l'UFC, en fait, qui regardent l'UFC, ils l'ont vu au moins une fois parce que c'est un des cutman officiels du UFC quoi, il s'est fait licencier récemment. Mais c'était et en plus le Cutman a une place d'or en MMA parce que tu le vois et c'est lui qui met la vaseline à l'entrée des combattants donc tu le vois. Alors qu'en anglaise tu le vois pendant des moments durs des combats parce qu'on les filme et en général ils sont un peu plus en retrait. Et lui, par exemple, bah, ça a été le cutman de Pacquiao, ça a été le cutman des frères Klitschko. Enfin, il a fait de Fury aussi plus récemment. Ça, il a fait pas mal de combats de boxe. Après, tu as Chuck Bodak, lui, était le cutman de Mohamed Ali, de Mike Tyson. Enfin, c'était plus à l'ancienne. Je sais pas si tu vois, il se mettait des photos, une banderole avec des photos de boxeurs. C'est celui-là il a été celui-là de Floyd Mayweather. Il a beaucoup de petits pins dans son truc, non? C'est pas lui? Alors, je C'est une sais sorte plus c'est s'il a un été. Mexicain, un petit Mexicain. Alors non, non, On parle non. pas du Alors même alors. le Mexicain, effectivement, j'ai plus son nom là comme ça, mais aussi celui de Mayweather. Il est assez connu, ouais. J'ai plus. Je mettrai les photos dans tous les cas. Ouais, mais en général, en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que et celui par Jacob Durand, tu l'as vu aussi dans Creed, par exemple. Ok, je regarderai Tu vois le ça. film Creed. Creed, c'est le film avec Stallone. Après, ouais, si, je vois. Avec Jordan, Michael Jordan, Michael B. Jordan. Non. Ouais, ouais, Michael B. Jordan, c'est le film, en fait, c'est la succession de Rocky, quoi. C'est sur qui ils Exact. sont finir et tout. Et en fait, tu le vois, Jacob Durand dedans. Il a fait son propre rôle dans le film, par exemple. Je vais essayer de regarder. Effectivement. C'est vrai que Et, le rôle de Cutman est assez un peu invisible. D'ailleurs, le Cutman ne parle pas. Est-ce que le non. Cutman peut interagir Non, du Alors, tout. le Cutman, normalement, n'est pas là pour parler, justement. Ouais, il est dans le coin, il est là pour faire les soins. Alors, tu parles beaucoup avant. Tu fais, justement, tu gères. Ben, si tu connais pas l'entraîneur ou quoi, ben, tu fais en sorte de bien coordonner le truc parce que, en fait, si t'es deux ou si t'es trois dans le coin, ça peut changer les choses. Et tu peux être amené aussi à monter toi sur le ring pour faire un soin qui nécessite que tu sois là. Après, en Suisse, c'est assez, je sais pas en France comment ça se passe, mais tout le monde n'a pas le droit de monter dans le ring. Il faut avoir en tout cas une formation qui est reconnue, qui te dit ben, que toi, tu as le droit de rentrer, sinon tu es obligé de rester dans le coin et de faire tes soins dans le coin. En tant que Cutman, tu m'as dit que tu étais en Suisse. C'est quoi ton Ouais. projet? C'est de pourquoi pas aussi faire des combats en France? Tu as des contacts? Comment tu souhaites gérer la chose? Quels sont tes projets globalement? Bah, moi, mes projets, ouais, là, actuellement, en tout cas en Suisse, là, je cherche à me rapprocher de certains boxeurs pros et par le biais de ma salle, actuellement, mon club de boxe, j'ai aussi mon coach qui continue à m'aider à me former, en tout cas sur les bandes et je garde en tout cas cette technique-là avec les boxeurs de ma salle. Et l'idée, c'est de progressivement contacter, ouais, enfin, arriver à rejoindre des équipes de boxeurs, que ce soit en France ou en Suisse, et de faire le plus d'expérience possible. Après, moi, j'aimerais C'est quoi, aussi, ouais, non, c'est quoi ton club en Suisse? c'est le club de Villars-sur-Glâne, c'est sur Fribourg, c'est là.
en Suisse. Ok. Et tu me disais que. Je disais, après, idéalement aussi, ça serait de me rapprocher de la IBA et de aussi avoir une certification de leur part pour pouvoir monter un peu de Ok. Mais niveau et garder cette expérience-là, ouais. de toute façon, je mettrai aussi les contacts bah, pour les personnes qui souhaitent en savoir plus, poser des questions, ou même avoir bah, tes services dans la description. Et Ouais. bah, j'aimerais aussi surtout savoir comment ça s'est passé pour toi, bah, le stage, et comment tu as su justement qu'il y avait un camp. Parce que c'est comme ça qu'on s'est connus justement. Ouais. Bah écoute, moi j'ai su, bah, je te suis depuis un moment déjà et c'est un ensemble de bonnes coïncidences au final où je cherchais un camp de boxe, je commençais à me renseigner un peu à droite à gauche sur Internet, etc. Et au final, tu avais déjà fait un bootcamp à l'époque, il y en avait un. 20 ans, en fait, tu avais déjà fait un à Rio et tu en avais fait un en France, Exact, exact. c'est ça. Et voilà, en vrai. Et après, on s'est appelé pour faire le point et ça m'a emballé. Et après, voilà. Après, Et je suis comment venu. et comment t'as justement quelle chose tu souhaitais justement améliorer dans ta technique globalement? Ce que je souhaitais améliorer, il y avait plusieurs choses. Je souhaitais en fait me découvrir aussi en termes de style. J'avais un style que je pensais être le mien depuis le temps et qui au final était un style qui n'était pas forcément adapté à ma taille, à ma façon de me déplacer et avec aussi le fait par cette taille-là de se retrouver avec des adversaires agressifs qui me rentrent dedans et qui me mettent en difficulté en fait sur les contre-attaques. Et c'était ces points-là ouais, que je voulais principalement bosser, en tout cas sur ton camp. Ok. Et justement, t'as pas eu de crainte, le fait de partir au Brésil, le fait de découvrir quelque chose de nouveau. Comment tu as géré justement cette appréhension justement via ce camp? Alors, moi, j'avais pas forcément de crainte de partir au Brésil. Moi, c'est un endroit un peu, c'est pour ça que je te dis que les coïncidences, au final, c'est un endroit que je voulais vraiment voir depuis très longtemps. Alors, il y a toujours les on-dit sur que c'est un pays hyper dangereux, enfin voilà quoi, ça va mal se passer, qu'il faut faire attention en permanence. Et voilà, tout le monde a entendu au moins une fois, en tout cas, parler du Brésil là-dessus, je pense. Et donc, effectivement, en fait, c'est plus les gens qui essaient de te mettre leurs propres craintes Enfin, je pense que tu as vécu ça toi aussi. Hein, Exact. c'est les gens ont peur et ils ont envie que tu aies peur toi aussi. Et du Grave, coup, grave. euh, et du coup, en fait, quand tu te retrouves là-bas et que tu leur dis que tout va bien, ils sont étonnés. Et ils se disent, ouais, pourquoi je ne l'ai pas fait moi? Parce qu'au final, tu as plein de gens qui ont envie d'aller au Brésil et qui le concrétisent pas, en fait. Qui le font pas juste par rapport à cette peur que les médias et que les gens en général construisent sans connaître. Exact. Et d'ailleurs, les entraînements, comment tu as pu vivre les entraînements en termes de mood, tes ressentis par rapport aux entraînements? Bah écoute, les entraînements, moi j'étais très content de l'intensité. Je pense que effectivement, comme tu dis, souvent c'est pas un stage de fitness, mais néanmoins on taffe beaucoup et on taffe sous des conditions quand même qui sont dures et ça je trouve ça intéressant aussi parce que bah, moi c'est ce que j'ai ressenti en revenant tout de suite, c'est ben effectivement tu as un bagage technique mais physiquement tu ressors plus affûté aussi parce que bah, tu es sous le soleil, tu cours, tu fais quand même, on a fait quoi, 6 7 heures de boxe par jour, même Exact, ouais, exact. à peu près 6 7 heures. Je pense qu'il y a il y a peu d'endroits où tu fais ça régulièrement. En tout cas, même un boxeur qui s'entraîne régulièrement et qui a l'occasion de faire des combats régulièrement, je pense qu'il n'a pas le temps de faire une semaine comme ça, quoi. À moins de vraiment prendre des vacances pour ça.
Et ça, je trouvais ça cool, l'intensité. Et le fait comme voilà qu'on a un petit groupe, on a le temps de se connaître, tu as le temps de te concentrer sur chacun, sur la technique, sur les points faibles et les points forts. Et ça c'est vraiment un format qui est intéressant pour ça. Et justement, tu parlais d'intensité en termes de longueur de temps. T'as trouvé le format physique ou aussi technique? Parce que je dis souvent, comment t'as ressenti les choses? C'était vraiment beaucoup physique ou t'as senti le côté recherche de technique, recherche d'amélioration Non, de. ouais. Pour moi, c'était très technique. Et c'est marrant parce que je pense qu'on l'a tous ressenti pareil, c'est le côté physique qui est arrivé derrière. On s'est rendu compte au final que il faut quand même les tenir, c'est 7 heures par jour. En fin de semaine, on est quand même cassé et enfin voilà. Mais non, c'était très, très technique et le côté physique à côté. Mais au final, même sur les jours de repos, on voulait faire des sparring, on voulait faire des trucs. Donc, c'est pour ça qu'on le voit pas tant passer que ça. On souffre pas tant que ça. Je pense que si tu nous faisais Et du cross-training, des trucs de CrossFit tous les jours pendant 6 heures, on n'arriverait pas, en fait, tout simplement à finir la semaine correctement. On se blesserait, quoi. hmm, et en termes de retour dans ta salle, comment t'as ressenti les choses globalement? Ben, globalement, moi, enfin, moi, j'ai eu des retours positifs de mon coach, donc ce qui était le plus important pour moi aussi, d'une certaine manière, parce que bon, moi, j'ai la chance d'être dans une salle qui est très cool, où le coach a le temps quand même de s'impliquer avec ses boxeurs, pas forcément le temps pour des débutants, mais voilà, au bout de quelques mois, si tu es bien dans ta salle et si tu es assidu, on vient vers toi et on te montre les choses. Mais il y a des petits détails, effectivement, des petits détails très précis que toi, tu nous montres, que là, il n'a pas le temps pour des gens qui font pas forcément de la compétition régulièrement. Et, Ok. et moi, je pense que c'est vraiment ces petits détails-là qui font que mon coach a remarqué et au final, j'ai aussi pu évoluer. C'est des choses, des petits détails qui changent le truc ou des façons de s'entraîner aussi personnelles que tu nous donnes qui permettent d'avancer, quoi. Ok. Parce que je dis souvent, mon but aussi, c'est de vous donner des trucs pour ayez des armes autodidactes. Tu utilises encore, tu Ouais. sens que tu as des choses qui ont changé dans ta façon de voir ta propre façon de t'entraîner. Ah bah clairement, ouais. Clairement, moi je pense que en tout cas je m'entraîne énormément tout seul et je continue à m'entraîner tout seul ce que tu nous apprends avec les bâtons pour délier un petit peu nos crochets, ça je l'utilise tout le temps. Je l'ai montré à d'autres de la salle qui le font aussi. Enfin c'est cool. Les déplacements, les décalages. Certaines combinaisons au sac aussi. Moi, le fait, par exemple, de travailler qu'avec la main gauche sur le premier round au sac, je le fais tout le temps quasiment. Maintenant, je fais quasiment même deux, trois rounds de main gauche systématiquement à l'entraînement. Le déplacement du poids du corps sur les jambes, enfin, il y a plein de trucs que je garde personnellement. Et après, spécifique à ma boxe aussi, sur le poids sur la jambe arrière que j'avais du mal et qui faisait que j'avais une boxe de petit par rapport à ma taille, ça je le fais tout le temps, je le fais tout le temps actuellement. Donc ouais, non, je garde bien en tête les choses et pendant les sparring aussi, ça change un peu ça change la donne, ouais. Hmm. Bah, si tu avais un dernier mot à dire aux personnes, bah, par exemple, qui hésiteraient à venir à un de ces camps. Bah écoutez, n'hésitez pas en fait. N'hésitez pas, n'ayez pas peur d'aller voir ce pays qui est trop bien, enfin,
avec des gens vraiment cool, avec une vibe en fait. Enfin, il y a aucune hésitation à avoir, à aller dans ce pays, même en dehors de la boxe, je dirais. Enfin, c'est un pays qu'il faut voir et qu'il faut découvrir par soi-même, sans penser à ce que disent les médias ou les gens qui ont peur, comme on disait plus tôt. Et si vous voulez vraiment un stage de boxe qui est cohérent par rapport à vous et qui est là vraiment pour vous faire évoluer techniquement, je pense qu'il n'y a pas, au niveau francophone, il n'y a pas mieux actuellement, quoi. Donc la combinaison Merci, merci. des deux fait que il y a pas à chercher, c'est l'endroit où il faut être. Merci, merci. Et j'aimerais aussi, au niveau des contacts pour des personnes, des entraîneurs ou autres qui voudraient justement avoir. Est-ce que tu as Instagram? Est-ce que tu as un Facebook? Comment tu gères pour qu'on puisse te contacter? En Alors sachant que ouais, je mettrai tout dans la description. ouais, j'ai un Facebook. C'est Melchior NBA. Je mettrai tout Euh, dans la description. Je ouais, mettrai tout dans la tu, description. tu mettras. J'ai un Facebook et j'ai un mail en fait aussi. On peut me contacter. J'ai pas Instagram là actuellement. Ok. Bah, dans tous les cas, je mettrai tous les contacts dans la description. Et bah, je te remercie d'avoir partagé justement bah, cette passion qui est la boxe et aussi l'aspect Cutman. On en parle très très peu. Je crois pas avoir vu beaucoup de vidéos à ce sujet, même d'interviews. Il y a des interviews de Laurent Boucher? Alors en fait, il y a son site. Il y a Laurent Boucher et Franck Méol, ils ont un site qui fonctionne très bien. Alors c'est Cutmen Nationaux. Vous pouvez mettre sur Google, vous allez tomber dessus tout de suite. Ils ont plusieurs interviews dessus. Moi, quand j'y étais, il y avait l'équipe qui avait fait aussi un article. Donc ça, c'est disponible aussi sur leur site. Et il y a aussi sur Facebook, ils ont aussi un groupe Facebook qui fonctionne bien, qu'ils update régulièrement. Et je crois que sur Instagram, ils sont un peu partout là actuellement. Donc la formation à faire si vous êtes francophone et que vous voulez faire une formation de Cutman, c'est ce qu'il faut faire. Et concernant, tu me disais l'ami le coéquipier de Laurent Boucher, j'ai jamais connu, j'ai jamais entendu parler de lui. Quel est son cursus? Il est plus dans le MMA ou dans la boxe Oui. même? Alors il a des boxeurs, mais si je me trompe pas, il fait beaucoup plus d'MMA. Ok, ok. Il fait, C'est pour ça que il je. fait beaucoup. Ouais. J'ai plus les noms des boxeurs qu'il a suivis récemment, et je crois il me semble que Yoka il l'a suivi aussi une fois. Mais en tout cas, de ce que je sais, il fait beaucoup d'MMA. Et ouais, il est plus actif dans la MMA que Laurent Brochet qui fait plus la boxe anglaise, lui, du coup, mais qui est aussi de temps en temps sur d'autres sports, ouais. Ok. Bah, je te remercie. Bah, comme je dis, je mettrai tes contacts dans la description. Et bah, je te remercie de cette interaction. Et donc voilà, quoi. Je vous dis ciao, ciao les Merci à gars. toi. Ciao. Allez, ciao.